Ensuite, j'ai continué, puis il y a 2 de mes frères qui sont joints à moi, puis on est 3. Il faut que tu regardes ça très bien, il faut que tu les aimes, que tu travailles avec. Parce que c'est pas un animal que si tu te fous de l'animal, il va le ressentir et il ne sera pas bien. De toute façon, si tu n'aimes pas ça, tu ne feras pas ce travail-là. Tu n'en élèveras pas. Les naissances, c'est bien, malgré qu'il n'y a pas tellement de travail pendant la naissance, mais on voit la croissance, les nourrir. J'aime bien les nourrir, me promener sur les machines et les nourrir. Ces animaux-là ont toujours été en cage. Ils n'ont jamais été dans la nature. Ils se trouvent pas mal de ça. Ils sont très bien nourris. Ils ont tous les soins voulus. C'est pas plus cruel d'élever un bison que d'élever n'importe quel autre animal. Dans les fermes d'élevage, les visons et les renards sont nourris de sous-produits récupérés des abattoirs, des pêcheries et des usines de transformation des aliments. En retour, les fermes ne produisent pas que des fourrures, mais des engrais, des huiles pour la protection du cuir ou la fabrication de produits cosmétiques ou d'autres produits recherchés par les consommateurs. Rien n'est gaspillé. Le bien-être de l'animal, c'est ce qui compte en premier, puis la nourriture. Après ça, on peut voir à faire d'autres choses, mais le bien-être de l'animal, c'est ce qui est plus important. Qu'elles proviennent de la faune ou de la ferme, la majorité des fourrures sont acheminées vers l'une des grandes compagnies d'enchères internationales. De nos jours, ces compagnies sont gérées en grande partie par les producteurs eux-mêmes, c'est-à-dire les trappeurs et les fermiers. De cette manière, ils sont certains d'avoir un bon prix. La compagnie Les Enchères de fourrures nord-américaines, la plus grande entreprise en son genre en Amérique du Nord, effectue le plus gros volume de vente de fourrures sauvages au monde. Chaque année, des milliers de fourrures sont vendues à des acheteurs qui évaluent en un simple coup d'œil la couleur et la qualité de chaque lot avant d'en offrir un prix. C'est le système compétitif des enchères qui détermine le prix des fourrures. Quelles seront les couleurs et les textures recherchées par les designers et les consommateurs l'année prochaine? Dans quelles conditions seront l'économie et le climat dans les différentes régions du monde? Il faut trouver réponse à ces questions avant d'investir à l'achat d'une grande quantité de fourrure. Contrairement aux textiles manufacturés toute l'année, les fourrures ne se vendent qu'une fois l'an. Ensuite, il faut attendre les récoltes de l'année suivante. Une fois vendues aux enchères, la plupart des fourrures sont acheminées dans des tanneries ou des usines d'apprêtage comme celle-ci dans la ville de Québec. Ici, les fourrures sont traitées, assouplies et tannées afin qu'on puisse les transformer en manteaux, chapeaux et divers articles de cuir. Le tannage des fourrures est un art ancien, un des premiers modes d'application de la chimie. La façon traditionnelle d'assouplir les peaux était de les mâcher pendant des heures. Un procédé efficace et nutritif sans doute, mais très long. Les techniques traditionnelles ont été améliorées par la recherche. Elles rendent les fourrures plus souples et ouvrent la voie à une profusion de nouveaux produits. Du point de vue de l'environnement, ces techniques représentent des avantages certains. Dans cette usine, la plupart des ingrédients de tannerie sont recyclés. Il y a moins de déchets. La sciure de bois franc, utilisée pour extraire l'excédent d'huile de la fourrure, provient des manufactures de meubles. Une fois imbibée d'huile, la sciure est utilisée pour chauffer l'usine. Il existe plusieurs usines d'apprêtage de fourrure à travers le pays. Cette compagnie à North Bay se spécialise dans les fourrures sauvages. Ce n'est pas facile pour les Autochtones de gagner leur vie en demeurant chez eux, dans les réserves. Ici, nous avons cette grande opération qui nous permet de créer de l'emploi pour plusieurs personnes dans la communauté.
Nous sommes très chanceux. C'est ici sur ma table à dessin que ma vision d'un manteau de fourrure prend forme. Chaque designer a sa façon personnelle de travailler la fourrure. J'aime beaucoup l'art et le dessin, m'exprimer de cette façon. Premièrement, ma première inspiration, c'est la terre, donc j'aime beaucoup les produits naturels. Ce que j'aime beaucoup avec la fourrure, c'est que c'est son toucher. C'est un toucher qui n'est pas comparable à n'importe quel autre matériel synthétique. On ne pourrait jamais avoir le même toucher qu'une fourrure. Avec la fourrure, j'essaye de faire de la fourrure contemporaine plutôt que seulement fonctionnelle ou élégant. Je préfère vraiment incorporer vraiment la mode et les tendances. Zuki est un designer réputé mondialement pour son travail remarquable. Il pousse la mode de la fourrure vers de nouveaux sommets. Avant, on ne voyait que du noir, du brun ou du blanc. Alors moi, j'ai pris la fourrure, comme si c'était un textile, et j'ai créé un design. Tout est fait à la main. Chaque manteau est unique. Il n'y a pas deux manteaux pareils. On peut prendre jusqu'à 1 mois et demi pour faire un seul manteau. Certaines pièces sont des œuvres d'art. Il faut composer avec la couleur, la ligne, le type de fourrure. C'est vraiment inspirant. Paula Lischman est également une designer qui a dépassé les frontières de la mode en fourrure. Croyez-le ou non, ça, avant, c'était un castor. On travaille la fourrure comme n'importe quelle autre fibre. On a créé un nouveau matériau. C'est un double fil de coton et de fourrure. On a la sensualité de la fourrure et le coton, une fibre végétale qui puise sa force dans la terre. Tous nos chapeaux sont tricotés à la main, nos chandails aussi, nos foulards et les accessoires. C'est le summum de la fibre naturelle. Des designers comme Zuki et Paula Lischman ont eu l'audace d'utiliser la fourrure d'une façon complètement nouvelle. Et ce n'est qu'un début. Dans les écoles de design comme le Cégep Marie-Victorin ou le Collège La Salle à Montréal et l'Institut Ryerson à Toronto, les étudiants sont initiés à la confection des fourrures. Dans le cadre de leur formation professionnelle, ils s'aventurent dans l'exploration du design des fourrures. Non, grand-mère ne trouvera pas son vieux vison ici. Il y a beaucoup d'actions par ici. En fait, plus de 80% des manteaux de fourrure canadiens sont produits ici, dans le quartier de la fourrure de Montréal. Allons voir comment on confectionne un manteau de fourrure. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Ça va bien? Chaque manteau en fourrure commence sur une table à dessin. Il faut un design pour chaque manteau si l'on veut calculer le nombre de peaux dont nous aurons besoin pour le confectionner. Un temps incroyable est passé à examiner la couleur, la texture et le lustre de chaque peau avant de l'appareiller à la peau suivante. Cet assortiment de peaux va déterminer le look final du manteau. Une fois assorties, les peaux seront taillées en fonction du patron. Celles qui sont endommagées sont immédiatement réparées. La technique de l'allonger permet d'agrandir les peaux. D'abord, les peaux sont coupées en deux et chaque moitié est à nouveau taillée en fines lanières qui seront cousues de manière à créer une nouvelle forme, plus longue et étroite, mais dont la couleur et la texture sont identiques à l'original. Faite à la main ou à la machine, chaque entaille exige une extrême précision pour préserver l'apparence de la fourrure.